Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Podcaf, 21e épisode où je suis avec Mathéo, qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, salut, et avec Pierre, un petit nouveau, et Pierre du coup un pote à Mathéo, et puis présente-toi Pierre. Vite fait, je vais me présenter, donc un ami de Mathéo, j'ai rencontré l'autre Mathéo du coup, et puis là on me retrouve pour faire un podcast. Pour parler de plein de petites choses. Voilà. C'est ça. Après, et dans cet épisode, du coup, on va parler surtout passion moto. Et mais avant ça, on fait le petit tour de table des recos, comme dans chaque épisode. Donc, allez-y, à qui veut. Alors moi, ça a été de cette semaine, la dernière série en date de Igor Gottesman, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui s'appelle Young Millionnaire. Et donc c'est l'histoire d'une bande de lycéens, fin de lycée, qui gagnent au loto. Et en fait, toute l'intrigue, enfin toute la série de péripéties est basée sur le fait que pour l'instant, il n'y en a aucun qui est majeur et qui peut encaisser les gains. Voilà. Et okay. C'est façon fiasco ou family business, c'est très agréable à regarder. Ok. Moi, j'ai pas forcément de choses à conseiller là que j'ai vu récemment. En série actuellement que je regarde, c'est Sandman, donc l'histoire du roi des rêves. Ok. Où on voit toute son histoire, son parcours, toute son évolution. C'est une série sur Netflix, ça, ouais. Non, c'est ça, ouais. Ouais, avec des nouveaux épisodes qui viennent de sortir. C'est sympa à regarder, c'est pas trop, il y a pas trop d'action, de choses comme ça, mais c'est sympa de suivre l'histoire. Ça donne envie de se plonger dedans. C'est assez fantastique ou... Ouais, quand même assez fantastique. On touche un petit peu quand même à la magie. On a quand même un petit peu de mythologie aussi sur les dieux grecs, toutes les choses comme ça. Donc il y a un petit peu de tout. C'est fantastique et avec des royaumes, des mondes, voilà. Ok, d'accord. Bah super. Moi de mon côté, ce sera Sherlock Holmes. Je me suis enfin mis à la Sherlock, la série Sherlock du coup avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et je m'attendais pas à des épisodes d'1h30 quasiment à chaque fois dans la série, mais ça passe bien. T'as vraiment un petit film avec un vrai sujet à chaque fois et puis en fait ça dure 1h30, mais une fois que t'as regardé le premier, les autres ils passent, que t'as compris comment ça fonctionnait. Non, ça va assez vite. Et puis mine de rien, on est vite mis dans l'intrigue de Moriarty. Comparé à d'autres œuvres de Sherlock Holmes où des fois Moriarty arrive bien plus tard. Là, dès le 3e épisode... dès le premier même, on a... dès le premier, on en parle. On va peut-être pas spoiler. Oh, si les gens l'ont vu quand même. Depuis le temps, je pense qu'il y a une prescription là. Le méchant du premier épisode, le chauffeur de taxi qui fait se suicider les gens, murmure dans son dernier souffle un Moriarty. Voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est cool qu'il soit dans l'intrigue... quasiment dès le premier épisode, mais pas à la toute fin, on l'a pas dans l'intrigue, voilà, dans la trame du premier épisode. Mais du coup c'est cool. Donc je suis au 3e épisode et puis j'ai hâte de voir la suite incessamment sous peu. Est-ce que c'est le chien des Baskerville ? Non. 3e, le dernier là se finissait dans une piscine publique en face de Moriarty justement. Et voilà, pour ne pas spoiler, je n'en dirai pas plus. On va passer au sujet du jour, donc la moto, parce que tous les deux vous êtes propriétaires et pilotes de moto. Pilote, c'est un grand mot. Pratiquant. Et du coup, première question, qu'est-ce qui a déclenché cette passion ? Est-ce que c'est un truc qui vient de la famille, genre les parents en faisaient et du coup vous en faites parce que c'est la suite logique, ou est-ce que... Alors oui, entre autres, enfin moi j'ai très rarement vu mon père sur une moto, enfin sauf récemment. Ça c'est sujet à discussion aussi ça. Mais il a toujours, je sais qu'il en a beaucoup fait quand il avait mon âge, même un peu après. Et jusqu'à très tard, il y avait
le dernier numéro de Moto Magazine dans les toilettes tous les mois. Ok. Donc je le feuilletais parce que quand t'es gosse et que t'as pas de téléphone portable, aux toilettes tu lis ce qu'il y a à bouquiner, tu vois. Et la culture, elle vient comme ça. Et puis après, quand on a l'âge et un peu plus les moyens, on passe le permis. Puis moi, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert une chouette passion, quoi. Ok. Ouais, alors pour moi, ça a vraiment été différent. Moi, pour le coup, mon père fait pas de moto. Dans ma famille, pareil, très peu de personnes font de la moto. J'ai un oncle qui est quand même passionné par les Harley Davidson, qui a peut-être un petit peu poussé. Mais non, sinon, moi, c'est venu plus de toutes les vidéos à l'époque qui nous a donné envie avec mon frère. Du genre Tanner Faust et tout ou... Non, plus, faut vraiment connaître, mais Querly, c'est vieux, c'est des vieilles vidéos où il y avait beaucoup de supermotards, d'enduro et de choses comme ça. Et c'est parti de là avec les 50, entre autres, la Liberté. Et petit à petit, avec des motos tout-terrain, des enduros, des crosses à faire un petit peu dans les champs. On a la chance avec mon frère d'avoir un père qui est agriculteur, qui nous a permis d'avoir quand même des motos pour aller dans les champs et tout. Donc c'est parti par là. Et puis, de fil en aiguille, la 50, le 125, puis après la grosse moto, puis après vraiment la foule pour une fois qu'on a passé le permis. Et puis voilà, et la passion est venue de ça en fait. Et de la mécanique aussi, quoi. Ok. Oui, parce qu'en plus d'être pratiquants tous les deux avec Pierre, on a passé le permis en même temps. Enfin, on a fait une bonne partie de la formation ensemble. Après, les petites galères administratives qui ont fait qu'on n'a pas pu passer l'examen le même jour, mais on a vraiment avancé. On partait rouler en conduite, le plateau. Ok. Ça, c'est pareil. Ça rapproche entre potes. Bah ouais, bien sûr. En plein hiver, t'es là, tu galères, mais tu sais qu'à la clé, c'est vraiment, c'est la liberté, quoi. Et est-ce qu'il y a un truc vraiment plus libérateur par rapport à la voiture? Quand on est jeune, est-ce que la moto a un côté encore plus genre freedom que... Je pense que quand on est jeune à l'époque de la 50, je pense pas qu'on s'en rende compte. Je pense qu'il y a quand même une différence. On s'en rend peut-être pas compte vu comme on n'a pas le permis. Mais par contre maintenant, en ayant les deux et en ayant pu comparer, effectivement la moto a quand même cet aspect libre où il n'y a rien autour de toi. Tu sens le vent, tu sens n'importe quelle petite variation de la route. Il y a vraiment un ressenti, il y a le côté vulnérable quand même, entre guillemets, prendre des risques du coup, côté extrême entre guillemets. Et je pense que du coup ça donne une autre saveur à la conduite, autrement que la voiture où on peut ressentir un petit peu, je pense, mais ça a plus une utilisation entre guillemets de travail ou utilitaire, vraiment. Ok. Bon, puis moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, dans le sens où on ressent tous les éléments, alors que la voiture, il y a le côté confort. Alors j'aime beaucoup conduire la voiture aussi, hein. Mais il y a le côté cocon, confort, où t'as ta musique, ton petit café chaud et le chauffage en hiver, la clim en été. La moto, moi, je trouve le côté liberté quand tu pars sur une grosse journée, voire 2 jours, en fait, tu prends le minimum syndical pour être à l'aise. Un caleçon de rechange, une brosse à dents, et puis roule, quoi. Et tu te rends compte que en fait, ton quotidien, ta vie tient à très peu de matériel, quoi. Enfin, ta moto, c'est quand même l'outil principal dans ce voyage, mais le reste, t'as rien, t'as toi, 4 bricoles, et puis roule, quoi. Mmh. Et ça me plaît. Ok. Donc ce côté un peu plus nomade, qui amène au nomade ou à aventure. Ouais, moins... je sais pas si on peut dire ça, peut-être moins matérialiste en fait. Ouais. Moins, dans la voiture, je vais prendre ça au cas où, puis je vais prendre ça aussi. Et puis je vais avoir la valise, et puis machin. Tu partirais en moto, t'en aurais pas besoin, tu vois. Ouais, ok, je vois. Du coup, le permis, vous l'avez passé ensemble, et ça se passe comment, à peu près, le permis moto Ça se passe bien. Je veux dire, on sait qu'il y a du plateau, quelque chose qu'il n'y a pas dans le permis voiture. Ouais. En fait, le permis voiture, c'est un peu l'exception à tous les permis, puisque c'est le seul permis où il n'y a pas de hors circulation, hors route ouverte.
je peux en parler, j'ai passé plusieurs, le permis poids lourd, le permis super lourd. J'ai vu des gens passer le permis bus. Tous ces permis-là, il y a une partie plateau hors circuit où on apprend à connaître le gabarit de son véhicule et comment ça se manœuvre avant d'être envoyé dans la jungle. Ouais. Et c'est, même si on va moins parler de gabarit pour la moto, mais comprendre un peu comment ça va marcher, tourner, c'est particulier, c'est pas un volant, c'est un peu contre-intuitif pour ceux qui n'ont jamais fait de deux roues. Et savoir comment on va pouvoir se permettre de freiner, d'éviter un obstacle, gérer sa moto, le lent. Je pense qu'on a tous entendu parler du lent. Donc à très très faible allure, ne pas poser le pied par terre, faire un petit slalom. Voilà, ça c'est des choses sur le moment quand on découvre, c'est pas forcément évident. Maintenant, je serais amené à le refaire, je pense que, mais toi aussi peut-être ce serait trop facile quoi. Oui, je pense que pour l'avoir même refait, puisque moi j'ai passé le permis moto donc A2 et j'ai passé récemment la passerelle il y a quelques mois, et pour l'avoir refait au niveau du plateau, donc sur route fermée, sur une piste, effectivement ça se perd pas, c'est des gestes, c'est comme apprendre à faire du vélo finalement. Au début c'est compliqué, mais une fois qu'on a vraiment plongé dedans, en fait ça se perd pas, on retrouve toujours la même chose, même avec des motos différentes. Il y a un petit temps d'adaptation quand même, mais peut-être au niveau du gabarit, du poids ou des choses comme ça, mais la position. C'est ça, le gabarit, le poids, mais comme dit Mathéo, surtout la position. Position, c'est très important sur une moto et c'est très personnel. Mettons par exemple je vais prendre un exemple quelconque, sur une R6, moi je pourrais être très bien en position de conduite pour faire des heures, j'aurais pas mal au poignet, rien du tout. À contrario, Mathéo, si il prenait la même moto et faire le même trajet, le même temps de route, même allure, si ça se trouve il tiendrait que 20 minutes, même en comment dire, ce sera pas agréable pour lui, il va pas être bien en confiance ou quoi sur la moto. Donc ça dépend beaucoup. Après la base reste la même du parcours, donc on arrive quand même à la faire en s'adaptant, mais ça peut changer. Ok. J'ai juste une question que je voulais poser à propos du permis moto. C'est au niveau du code de la route. Est-ce qu'on apprend exactement les mêmes choses que le code de la route bagnole, ou est-ce que c'est différent ? Là il y a quelques trucs à dire. Parce que je crois que ça a changé en plus il n'y a pas si longtemps sur... il y a 3 ans maintenant je crois, parce que ça avait dû changer à partir du moment où nous on a passé le permis. Enfin même un petit peu avant, mais pendant le Covid du coup il n'y avait pas ce souci du code moto je crois. Mais du coup il y a le code moto maintenant pour les 125 et pour le permis gros cube réellement. Et en fait il y a très peu de changements, je trouve, pour avoir fait un petit peu le code. Il y a très peu de changements, mais il y a quand même des petites subtilités sur les trajectoires, sur adapter sa vitesse, sur les dépassements aussi des voitures. Toutes les choses en fait un peu plus subtiles que la voiture, que tu peux pas faire en voiture, ou du moins qui sont peut-être un peu moins importants sur les trajectoires. En voiture on peut être plus pardonné qu'en moto, donc il y a un peu de subtilité là-dessus. Sinon sur le reste, sur la signalisation, sur les choses comme ça reste reste la même chose en tout cas. Mais il y a des petites variations quand même sur ça. Moi j'ai pris le pari d'aller passer mon code moto sans réviser, parce que je suis un peu borné des fois peut-être. Non, parce que ça m'irritait d'entendre ma monitrice dire oui Mathéo, t'as pas révisé encore, je vois sur ton espace en ligne. Et un samedi matin je me suis pointé au plateau, t'as pas révisé? Ouais, mais j'ai mon code. Et j'ai été très surpris des questions. J'ai l'impression qu'ils partent du principe que les gens qui passent le code moto ont forcément une expérience de la route et un code classique. J'ai eu
sur 40 questions, j'ai eu 30 questions qui étaient de la technique moto pure et très peu de code de la route, quoi. Donc quelqu'un qui passerait, mais ça on en a discuté après avec la monitrice, quelqu'un qui passerait son permis moto comme premier permis, ce serait un il peu peut chaud, avoir son code sur un coup de chance et être un peu perdu parce que t'as pas vu tel panneau, telle règle de circulation, quoi. Donc c'est le système d'avant était très bien, mais quand il y a quelque chose qui va bien, faut le changer. Avec le code classique qui t'apprend le code de la route, les règles de circulation de base, et le jour de l'examen hors circulation, le jour du plateau, des fiches tirées au hasard, des fiches techniques, freinage, éclairage, trajectoire. Alors j'ai pas connu ce système-là, j'en ai un peu entendu parler, donc je sais plus exactement le nombre de fiches, mais c'était pareil au permis poids lourd avec une fiche distance de freinage, chargement, surcharge, alcool stupéfiant, médicaments, voilà, tiré au hasard. Et tiens, est-ce que t'es calé là-dessus ? Est-ce que tu connais ton sujet ? Pour moi, c'était un système qui était un peu plus représentatif, peut-être. Voilà. Toujours est-il que oui, maintenant, il y a un code spécifique. Ok. Et qui, oui, d'ailleurs, tu disais 125, à la seule condition que tu passes le permis 125 et non pas la formation qui est accessible à partir du moment où tu as le permis voiture. D'accord. Parce qu'il y a aussi un permis 125, mais il y a aussi une formation 125. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, parce que qu'est-ce qu'ils ont... si tu es titulaire du permis B et que tu souhaites conduire un cyclomoteur de catégorie A1, donc 125 ou équivalent électrique limité à 15 chevaux. Et qu'est-ce que je disais ? Ça me perturbe. Le cyclomoteur électrique limité à 15 chevaux. Donc si tu es titulaire du permis B et que tu souhaites conduire une 125, en fait, tu as juste une formation de 7 heures à passer, un peu de conduite, un peu de plateau et un peu de théorie aussi, je crois. Je sais pas trop comment ça se passe. Et à l'issue de ça, il n'y a pas d'examen. Tu peux partir sur la route avec un 125 le jour même si tu souhaites. Donc tu payes, tu fais la formation et tu repars avec Et quelqu'un qui aurait, à partir de 16 ans pour le coup, qui aurait aucun autre permis, lui peut passer un permis 125, donc le permis A1. Et là, même process que le permis moto. Donc pour le coup, ça vaut pas vraiment le coup, quoi. À moins que tu aies 16 ans et que tu veuilles la 125. Quelqu'un qui serait majeur, il a tout intérêt à passer directement son permis moto, quoi. Voilà. Ça marche. Alors, souvent sur la route, on voit les motards se faire lever. Tout ça. Est-ce que la fraternité motard, c'est un mythe ou une réalité ? Tiens, Pierre, je te laisse. Alors là-dessus... Alors, est-ce que ça a changé déjà entre temps ? Est-ce qu'il y a eu un changement dans le temps, au fil des années, entre la fraternité motard et motarde ? Je pense qu'il y a eu un changement. En tout cas, j'ai vu ça sur pas mal d'influenceurs moto que je peux voir sur Instagram ou sur TikTok, qui en parlaient justement de ce sujet, qui disaient que de moins en moins, il y a des motards qui font le V, quoi, qui disent bonjour. Mais c'est les mecs en BM. Oula, d'accord. Là, il y a une catégorie tu vas commencer à avoir une. Il y a 2 catégories apparemment. Là, tu vas avoir une catégorie ado là. Mais on va trouver dans des clichés. Non, mais effectivement, il y a des catégories de moto et qui disent pas bonjour. Après, il y a aussi la catégorie de moto qui est très fermée, où c'est que les motos gros cubes, donc pas de scooter, pas de 50, les 125 c'est limite aussi, où ça se réserve vraiment que aux grosses motos. Après t'as des gens comme nous, où nous on n'a aucune limite. Un truc sur 2 roues, c'est ça, même des fois des voitures qui font, c'est rare mais ça peut arriver, des voitures qui, souvent c'est des motards qui conduisent leur voiture, qui font un V aux autres motos ou qui font coucou. Et ça peut arriver de dire bonjour comme ça, ouais. Mais non, je pense que ça a changé un petit peu là-dessus. Il y en a de moins en moins, mais du coup, il y a de plus en plus de personnes qui disent bonjour autrement qu'en faisant le V, en faisant des trucs un petit peu plus spécifiques comme des grands coucous ou des choses comme ça. Donc ça diversifie un petit peu la fraternité motard, on va dire. Ok. Bon, du coup, je vais nuancer un peu mes propos par rapport aux catégories. J'ai une théorie sur les mecs en BMW.
Je ne ferai pas de commentaires sur les mecs en Harley parce qu'il y en a un sur deux qui disent pas bonjour et on sait pas pourquoi. Parce qu'ils se sentent. C'est sectaire un peu quand même. J'aime beaucoup Harley, mais c'est un peu sectaire. Hein. Les Goldwyn aussi, tu disais bien. Ok. Mais tu vas voir, ça rejoint ma théorie. Souvent, c'est des mecs en BMW, qui plus est en BMW GS. Parce qu'à la base, c'est des motos d'aventure. Mais en fait, elles sont très utilitaires, très vivables au quotidien. C'est des gens qui prennent leur voiture, qui prennent leur moto comme s'ils prenaient leur voiture. Mmh. Et souvent des citadins qui ont une moto parce que ça va plus vite dans les bouchons, c'est plus facile à garer, etc. Qui n'ont pas l'esprit, qui font pas de la moto pour le plaisir, qui font de la moto parce que c'est pratique. Ok. Donc, et pourtant, une GS, c'est pas donné. Enfin, c'est pas genre une moto que tu peux considérer comme juste comme étant pratique, quoi. Il y a quand même un. Ouais, mais si t'as pas de voiture à côté, que tu fasses une LOA sur une Clio 4 ou une Clio 5 ou sur une GS, ça se tient. Hein. Mais non, sinon, moi je dis bonjour à tout le monde sur la route et la plupart des gens me répondent. Ok. Voilà. Et sinon, en termes de solidarité, d'une autre manière, en tout cas, à chaque fois que je me suis retrouvé arrêté sur le bord de la route en train de fumer une clope ou de faire une pause ou autre, il y a forcément, si je traîne un peu trop, il y a forcément un mec qui va s'arrêter. Bon. T'as un problème, des fois ils me font juste un signe, est-ce que c'est ok, et ils continuent à rouler, tu vois. Ouais. Mais il y en a qui s'arrêtent, ouais salut, est-ce que ça va. Bon, au final on fait notre pause ensemble et c'est cool quoi. Et pareil, une fois j'avais vu un mec arrêté sur le bord de la route, j'étais en train de rentrer. Je m'arrête parce que il faisait mine, je l'avais vu de dos, j'avais l'impression que peut-être il avait besoin d'aide ou quoi. Je m'arrête, il se retourne, je me rends compte que c'est un pote à moi en fait. Ok. Et on a fait un bon. Alors, à l'époque, il avait une moto ultra sportive, donc on a commencé à faire la route ensemble. Puis il m'a mis une pilule en 15 secondes. Quoi. Il a passé la 4ème, il a disparu. et voilà, non, mais sinon, il y a quand même je sais pas comment ça se passait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté un peu communautaire. Ok, qui est quand même t'as besoin d'aide, présent et qui est bien là. Ouais. Ok. D'accord, bon bah cool, tant mieux. Et je sais que Mathéo, tu fais partie d'un club, mais Pierre, tu fais partie du même club ou tu... Alors justement, maintenant pour la petite subtilité, Mathéo, vu comme sa moto a été en panne pendant plusieurs années quand même, il a arrêté l'adhésion au motoclub et du coup, moi j'y suis encore. J'étais justement au même motoclub, effectivement. D'accord. On est rentrés quasiment en même temps aussi, finalement, quand... vu comme on a passé le permis en même temps, on est rentré quasiment en même temps. Et en fait, il reste plus que moi. Mon frère était aussi dans le motoclub et mon frère avait plus de moto, donc ne faisait plus partie. Et Mathéo, n'ayant plus de moto non plus par la force des choses, à cause d'une panne, n'en faisait plus partie non plus. Ok. Mais par exemple, là, on voit le côté fraternel dans un groupe de motos, au-delà de juste rouler, t'as ce côté amical, je sais pas, c'est difficilement explicable, je pense qu'il faut vraiment le vivre dans un bon groupe, mais je sais pas. C'est comme les chasseurs, il y a des bons groupes et des mauvais groupes. ouais, vraiment, ouais, c'est vrai que ça peut être un sujet, ouais. Mais ouais, il y a quand même, il y en a qui sont pas très bien réputés, et puis il y a différents types de groupes aussi. Il y a des catégories où c'est plus du GT, où ça roule très doucement, des catégories où c'est quand même un peu désénervé, où ouais. Nous on est un petit peu dans le mixte, on a un peu de tout dans le groupe, mais ouais, c'est... Puis l'entente, surtout l'entente aussi entre chacun, qui est importante. Effectivement, c'est très mixte, alors on est tous... on aime un peu tous, pas la vitesse, mais le stackiner un peu sur la route, quoi. Mais le doyen a quand même plus de 80 ans, je sais plus, 84 ou 85 ans, en phaser 1000. Hein. Il se traîne pas le papy, hein, mais René. Putain. Et oui, mais quand il y a des grosses balades, je sais pas s'il le fait, moi je l'ai souvent vu se mettre tout devant, parce que c'est là où ça roule le plus cool. Puis, il a quand même... ok. Mais bon, il a une très bonne connaissance du secteur, de la route et tout, donc c'est un mec qui est chouette à avoir devant, quoi. Ok. Et ouais, effectivement, sur des très grosses balades, plus t'es derrière, plus le rythme est avec l'effet accordéon,
plus quand il y a un stop, t'es arrêté longtemps, mais dès que ça repart, faut rouler très vite pour rattraper tout le monde, quoi. Ok. Ceux qui veulent vraiment jouer, ils se mettent tout derrière. C'est des clubs qui comportent beaucoup d'adhérents ou Moi, quand j'y étais, on était une trentaine, je crois. Ok. Mais là, il y a déjà des pas mal, nouveaux, il y a des nouveaux membres. 35 maintenant, peut-être à peu près. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Et il faut pas en avoir, on est très gentil, il faut pas en avoir une mauvaise image, hein. On n'est pas dans les sons, hein. Oui, parce que il y a cette image de club de motard, c'est très bad guy et tout. Mais alors déjà, on n'est pas en moto américaine, nous. Ça existe en France, hein. Il y a une branche des Hells Angels qui sont dans certains endroits en France. Et effectivement, eux, c'est pas des tueurs, mais c'est pas des enfants de cœur non plus, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez des anecdotes à partager de balades en moto ou de trucs autour de la moto? Oula. Ce qui m'est venu tout de suite là quand tu poses la question, c'est moi derrière Pierre, très légèrement en quinconce comme on nous l'apprend, et une buse qui s'envole, donc Pierre l'évite de peu. Moi je l'ai pris dans le coude ou dans le genou, je sais plus. Ok. Si tu t'imagines pas que tu vas prendre déjà un oiseau en voiture, mais en moto, une buse surtout, c'est assez agile quand même. Ouais. Donc on a pris une buse, alors on l'a déstabilisé, elle m'a pas tapé bien fort, mais ça surprend quand même. Oui, tu m'étonnes, ouais. Quoi d'autre Oh oui, j'ai une très bonne idée. Oh oui. Ouais, je me souviens justement de quand on a passé le permis moto, comme Mathéo a dit, on avait un petit décalage dû à de la paperasse et des choses comme ça. Donc Mathéo a eu le permis moto quelques mois avant moi, je crois. Et donc Mathéo avait acheté un Bandit 600, première génération, c'est pour ceux qui voient ce que c'est. Et donc moi je montais derrière Mathéo pour lui apprendre à avoir un passager comme il faut. Et parce que ça on aurait dû en parler quand on parlait de la formation en elle-même. Normalement sur la partie lente on a un passager, et pendant le Covid le passager a été retiré pour les histoires de distanciation, etc. Et on a profité en fait de la fin. De toute façon c'est ceux qui sont arrivés juste derrière nous, ils ont eu le passager. Nous on l'a pas eu, que ce soit à l'examen ou aux entraînements, donc j'avais jamais pris de passager, quoi. Donc il y avait Pierre derrière moi, un peu frustré parce que son frère avait le permis, et donc il y avait son frère, moi j'avais le permis, Pierre qui peut pas rouler, on l'embarque en tant que passager. Et en fait ici il va raconter, mais il se débrouille bien, passager. Oui, comme disait Mathéo, justement, il avait jamais eu de passager. Et moi, j'avais eu, à la différence de Mathéo, un petit peu d'expérience déjà avec les 50, puis même avec plein d'autres trucs qu'on avait conduits sur la route où on pouvait être amené à être passager. Et du coup, je savais vraiment comment ça fonctionnait, ce qu'on pouvait faire, ce qu'il fallait pas faire, des choses comme ça. Donc, première balade, je crois qu'on avait roulé quand même tranquillement pour que je lui montre un petit peu comment ça se passait, que effectivement le passager il est derrière, mais il peut avoir une action sur la moto. Ok. Et de là, on avait essayé de s'amuser un petit peu, on avait testé des choses. Mathéo, du coup, avait juste l'accélérateur, le frein, et en fait, c'était moi qui gérais l'angle de la moto pour les virages en me penchant. Donc c'est pas à reproduire, hein. C'était sur route fermée fait par des professionnels. Mais professionnels qui viennent juste d'avoir le permis. Ouais. Mais on avait expérimenté ça, et puis après sur certaines balades on devenait un peu redoutable quand même à deux, avec un bandit qui pourtant n'est pas une moto très pointue, on va dire. Parce qu'en fait le bandit c'est une moto qui est assez chewing-gum, et le fait d'avoir du poids derrière, surtout Pierre, tu vois, c'est pas le duo classique, c'est un mec et sa copine, donc le passager il fait la moitié moins que le poids du conducteur. Ouais. C'est très gérable, hein, pour l'avoir fait après, c'est pour le coup c'est à l'aise. La Pierre il fait à peine moins que moi, donc il a beaucoup d'influence sur comment se comporte la moto, et puis ça tasse l'arrière, quoi. Vraiment ça tient la route.
Ça tasse beaucoup l'arrière et ça descend la béquille un peu trop proche de la route aussi. Quand on avait eu tendance à faire ça sur la fin. C'était un petit peu flippant quand même. On avait arrêté, mais en penchant un petit peu trop, la béquille frottait. Ouais. Donc, ouais. Donc on était un petit peu allumé au début. Ce serait aujourd'hui, je sais pas si je le referais aussi facilement quand même. Mais on avait réussi à suivre un R1 devant. On avait réussi à le tenir un petit peu sur quelques virages. Donc c'était... Ça allait bien. On arrivait à se débrouiller même à deux. Ok. Putain, mais je pensais pas qu'un passager pouvait avoir autant d'incidence sur le comportement de la moto. Et ben t'as l'effet levier un peu. T'es assis presque en porte-à-faux, donc t'as plus de... un passager, s'il veut faire tomber son conducteur, il peut, quoi. Ok. Et non, bien c'est sûr. bénéfique pour personne. Oui, s'il fait tomber le conducteur, ils tombent tous les deux globalement. Mais là, le sujet de l'expérimentation, c'est surtout, est-ce que moi, je tenais mon guidon, mais avec très peu de force, juste pour l'accélérateur, les freins, l'embrayage. Ok. Est-ce que Pierre est capable de contrôler la moto, de la faire tourner, et moi je gère juste l'avancement, quoi. D'accord. Et effectivement, oui. Ok. Et je sais pas, parce que du coup tu nous interviews depuis tout à l'heure là. Je sais que ton papa fait un peu de moto aussi. Oui. T'as eu l'occasion d'être passager? J'ai eu l'occasion d'être passager quelques fois, pas sur des gros trajets. Souvent c'était pour m'emmener au handball, à un match ou aux entraînements, des trucs comme ça. J'ai pas fait de grosses balades moto en passager. Et je sais que ça m'avait jamais traversé l'esprit que je pouvais avoir autant d'impact sur ce que faisait mon père, surtout qu'il a c'est un roadster, un conducteur de BMW. C'est un R11 150 et puis c'est quand même coupleux et tout. Enfin, tu le sens quand t'es dessus que ça a l'air très stable, quoi, quand t'es passager. Bon, ça l'est, c'est quand même une moto qui est très... Ça a une gueule de roadster, mais c'est quand même très routier. Ouais. Mais du coup, ça m'a jamais traversé l'esprit qu'en me décalant un peu plus sur la selle ou en faisant quelque chose, ça pouvait... Ouais, t'as jamais eu ce ressenti de ah tiens, je peux l'aider dans les virages ou... Non, jamais. Mais c'est un truc à apprendre. Je sais que je suis pas forcément très à l'aise derrière quelqu'un. Et mon père m'avait dit évite parce que j'avais tendance à rester droit sur la moto, à pas suivre. Du coup, il m'avait fait non mais si je penche, tu penches, enfin reste dans mon dos, quoi. Après, je sais pas quel gabarit tu faisais à cette époque, mais c'est gérable d'avoir un passager qui se tient droit comme un piquet. C'est pas hyper agréable, mais c'est gérable. Moi, j'ai pris 2 personnes qui avaient jamais été passagers. Pas en même temps, hein. Pas en même temps. Non. Et moi, ce que je leur dis dans ce genre de cas, c'est globalement, tu fais ce que tu veux, mais tu fais pas l'inverse de ce que je fais. Okay. C'est surtout ça. Après, si tu veux rester droit parce que t'as peur, au pire, on roulera moins vite. Tu peux pas rouler aussi vite que si ton passager te suit bien. Ouais. Mais après, c'est gérable quand même. Et si vous voulez imager le principe de pouvoir rouler vite avec un passager, il y avait une catégorie quand le Dark Dog Moto Tour existait encore, il y avait une catégorie duo et il fallait voir comment ils s'en sortaient quand même, hein. Ça roulait fort. Ok, mais c'était sur les circuit c'est du rallye. Il y avait des spéciales des manches sur circuit. C'était beaucoup de spéciales et des liaisons qui sont chronométrées pour pas que t'ailles trop vite, sinon t'as des pénalités, mais on sait comment ça se passait. Ça roule à fond, puis ça fait une pause avant la ligne d'arrivée. Donc voilà, ils s'en sortaient très bien, quoi. Okay. Au point de faire des temps comme quelqu'un qui est tout seul et qui est là pour faire du chrono. Mais ça rajoute du poids évidemment sur la moto et tout ça, donc j'imagine qu'au niveau vitesse, tu peux pas atteindre les mêmes... Les mêmes extrémités que alors tout après, seul. C'est très peu basé sur la vitesse de pointe. Le mototour, c'est vraiment des petites routes campagne, montagne où c'est plus de la trajectoire, chercher à passer le plus efficacement. Tu pousses pas la moto dans ses retranchements, mais
Mais ouais, il y a des chouettes images. Lolo Cochet, qui est pareil. Ah bah oui, Lolo Cochet, oui. Qui avait fait il y a très longtemps le Dark Dog Moto Tour avec une fille, je sais pas d'où il l'a sorti, je crois qu'ils l'ont recruté sur casting, ils la connaissaient pas du tout d'avant. Et ils ont à peine fait équiper la moto, alors ils ont raffermi la suspension arrière et ils y ont collé une poignée passager sur le réservoir. Bon, des histoires de confort, mais voilà, il y a ça à aller voir si le rallye en duo vous intrigue. Ouais. Bah, moi je connaissais pas du tout, je savais pas que ça se faisait. Même le rallye en moto, à part Lille Hoffman. Mais parce qu'en France, le dernier rallye on l'a perdu, c'était le Dark Dog Moto Tour. Ah oui, d'accord, ok. C'est que depuis il n'y a plus rien en moto. Ouais, il y a 2 montées historiques, je crois. Ok. Ou alors il y en a, mais pas à ma connaissance. Après c'est du cross ou il y a un peu d'enduro, je pense, mais il n'y a pas de. Mais le rallye en tant que tel, sur route ouverte, fermée pour le rallye, en moto, ça se fait. En France, ça se fait plus. Ok. En Allemagne, en Belgique, il y en a. En Angleterre, ils ont une grosse culture du rallye routier en moto. Et la consécration à ça, c'est le Tourist Trophy de l'île de Man. Oui, bah oui. Mais alors, c'est encore. C'est même plus un rallye. C'est une autre dimension, c'est n'importe quoi. Alors, on n'a pas à faire des peintres, quoi. Alors des fois si, hein, parce que putain la route elle prend d'autres couleurs quoi. C'est horrible. Bah après, mais ça fait partie du jeu aussi, tout le monde. Je pense que tout le monde l'accepte. Ouais, bien sûr. Ça pourrait être tout un sujet, ça aussi. Est-ce que en faisant de la moto, t'acceptes que tu peux te faire très très mal, ou est-ce que ouais, tu peux aussi rester dans le déni de te dire oh non, mais ça m'arrivera pas. Ça arrive aux autres, mais ça n'arrivera pas. Je tomberai pas. Ouais. Alors, en général, c'est souvent quand tu te dis ça et que tu commences à prendre confiance que là, tu prends une gamelle et après tu relativises. C'est ça. Si tu peux relativiser encore. Ouais, non, c'est ça. Souvent, t'en entends qui disent que ils changent leur moto quand ils ont plus peur de leur moto. Ok. Et c'est vrai, parce qu'en fait, mais t'as toujours, au moment où tu changes de moto, vu comme t'as quand même beaucoup de puissance, c'est un rapport qui est assez énorme. T'as toujours cette petite appréhension, cette petite peur de ta moto, et à force de conduire, de t'habituer à gérer l'accélérateur et tout, des fois tu t'as plus peur du tout et du coup tu y vas à fond tout le temps, et c'est à ce moment là justement où tu risques de faire des erreurs parce que tu y vas un peu trop fort, t'as trop confiance en toi. Ok. C'est là où t'as la redescente, pour ça que t'en as quand même beaucoup qui changent les motos au moment où ils ont plus peur. Ouais, histoire de se remettre un petit coup. Ouais, tu rechanges, tu as une moto qui a même pas forcément plus puissante, mais qui marche différemment, où tu as un petit coup de stress à une sortie de virage, où là tu t'as une petite trace dans le slip et tu te dis on va peut-être se calmer. J'ai pas qu'une vie, quoi. Enfin, j'ai qu'une vie justement. Ouais. Mais okay. Ouais. Je vous propose de faire le petit truc qu'on avait fait la dernière fois avec les voitures. Quand on avait parlé de bagnole, on s'était posé à la fin du podcast à peu près pour parler des modèles qui nous avaient marqués dans des œuvres culturelles de type film, cinéma, séries, animés et autres. Et je voulais faire un peu la même chose avec les motos. Est-ce qu'il y a des modèles qui sortent du lot par rapport à ce que vous avez pu voir sur grand et petit écran ? Dans les films, des motos qui sortent du lot, comme ça, j'en ai pas beaucoup en tête. À part dans des films vraiment extrêmes comme Mad Max ou des choses comme ça, mais où il n'y a pas vraiment trucs sont modifiés de fou. Ça s'apparente même plus à des motos. Il y a une moto dans Mad Max, justement le Furiosa, où il y a le gars sur son chariot là, et la moto qui est devant, c'est avec un moteur d'avion. Ouais. C'est des trucs. C'est un créateur américain apparemment, et c'est n'importe quoi. C'est pour ça fait 2800 cm3, je crois. C'est débile. Mais c'est comme des mecs qui mettent des moteurs à réaction sur des trottinettes. Oui. Non, dans des films comme ça, j'ai pas forcément de motos qui m'ont marqué. Après, dans le monde de la moto, t'as des motos très spécifiques. Ouais. Je pense à une Honda, pour le coup, qui est sorti, je sais plus en quelle année, je crois que ça doit être 88 ou 98, je sais plus. C'était un V8, je crois, mais en fait, ou un V4, mais avec des pistons ovales, en fait. Ok. Je me souviens plus du modèle exact. C'est une moto qui est très rare,
qui coûtent très cher maintenant. Mais en fait, ouais, ça n'a pas du tout marché. Mais du coup, t'avais quand même... En gros, c'est comme s'ils avaient relié 2 cylindres ensemble. Parce que t'as quand même, du coup, 4 soupapes de chaque côté, avec 2 bougies. Et t'as juste un piston qui est ovale, comme s'ils avaient rejoint deux cylindres l'un à côté de l'autre. Ok. Ouais, c'est spécial, ouais. Ouais, c'est très spécial. Ça fait un bruit très spécial. Je sais pas du tout comment ça marche, du coup, puisqu'il y a très peu de tests de cette moto, vu comme il y en a eu très peu. Mais ça, ouais, je pense que c'est un truc assez atypique. Ok. La Honda, j'essaie de retrouver et puis je mettrai au montage, je rajouterai le nom. C'est quand même un modèle qui est assez vieux, d'avant 2000, ça c'est sûr et certain. Ok, ouais. Mais très carré, avec les pots qui sortaient sous la selle à l'époque, mais intégrés dans le carénage. Pareil, très spécifique, c'était futuriste, quoi. C'était le futuriste de l'époque. Non, c'est très spécial, mais c'est intéressant à voir l'architecture moteur surtout. Ouais, c'est ça du coup. C'est une 750 NR. NR, ok. Et du coup, c'est un V4, je crois, mais avec des cylindres et des pistons ovales, donc un truc très spécifique quand même. Et toi, Mathéo, il y a des modèles dans films, séries, animés ou dans la vraie vie qui te foutent une claque ou Alors, dans l'audiovisuel de manière générale, c'est des... Ouais, je trouve rien de transcendant. Il y a des belles motos. J'avais parlé de Burnout quand on avait fait l'automobile. Avec la Ducati. Ducati Panigale. Le dernier Mission Impossible avec les BMW S1000RR aussi, ça c'est rigolo, mais c'est un placement produit à peine déguisé, quoi. Après, ça me choque pas d'avoir des belles motos sportives dans un Mission Impossible qui est là pour envoyer du lourd, quoi. Non, sinon il y a des modèles qui me font un peu triper dans la vraie vie, quoi. Je crois qu'on avait abordé le sujet de la H2R tous les deux, la Kawasaki H2R, qui est la moto de tous les superlatifs, qui dépasse les 400 km/h, qui grille la Bugatti Chiron. C'est n'importe quoi comme qui est autorisée sur quasiment aucun circuit parce qu'elle fait trop de bruit. Et en fait, la grand-mère de la H2R, c'est la Kawasaki H2 tout court, 750, qui a un 3 cylindres 2 temps, qui freinait très mal apparemment. mais c'était un peu ça, quoi. Le 2 temps, c'était réservé aux 500 de Grand Prix à cette époque-là, et Kawai sort un roadster avec un 3 cylindres. Un 3 cylindres 2 temps qui était un peu sauvage apparemment. Pas eu l'occasion d'essayer, et puis ça se vend très cher. Ouais, je pense que ça a dû prendre une sacrée cote, ce genre de truc. Ouais. Sinon, à la même époque, il y avait la Honda CBX 1000 avec un 6 cylindres en ligne. Un 6 cylindres en ligne, perpendiculaire à la route. Et quand je te ferai écouter tout à l'heure. Quand tu l'entends s'éloigner, ça fait un bruit de Formule 1. Les Formule 1 en V10, là, c'est hyper aigu. Mais il y en avait une, alors pas cette année, l'an dernier au Dragster Moto au Rennes Capsule là. Ouais. Et ça c'est pareil, ça pourrait être un sujet aussi en parlant des modèles qui m'ont marqué. Il y a des protos là-bas qui sont indescriptibles. C'est même plus c'est du dragster, c'est plus vraiment de la moto, quoi. Mais là c'est vraiment fait pour faire de la ligne droite. Mais de voir que le guidon bouge de droite à gauche, on s'en fout. Oui, de voir à quel point on peut rendre des moteurs d'origine performants. C'est impressionnant, quoi. Et sinon, avant de plus être capable de monter sur une moto, j'aimerais bien avoir une Avinton. Avinton, ça te parle pas? C'est pas celle avec les... Ouais, inspiré de la C-Cobra avec les papillons sur le réservoir. Ah putain, ouais. J'aimerais bien avoir ça un jour dans ma vie, ouais. Taille de guêpe, mais ça a l'air très efficace. Avec un moteur SNS qui est un moteur américain. Qui a été développé pour Avinton. Ok. Toi, t'aimes bien les trucs américains, j'ai l'impression. Atypique, ouais. Parce que tu roules en Buell, et Buell, je savais pas qu'ils étaient allés chercher aussi loin les petits trucs pour la perf, quoi. Parce que le bras oscillant, c'est ton réservoir d'huile. Ça a été... Ils ont réfléchi à des trucs comme ça. Grossièrement, le fondateur de la marque, c'est un ancien ingénieur de Harley Davidson. Ouais. Qui aimait beaucoup cette mécanique du courvet twin très coupleux qui prend pas beaucoup de tours. Le fait est que c'est lourd. Et que du coup, pour donner l'illusion que c'est moins lourd, il a été très loin d'en rabaisser le centre de gravité,
réduire les masses non suspendues, donc les jantes sont toutes fines avec ce disque périmétrique. Ouais. L'essence, quand la moto elle a le plein, c'est quelque chose qui pèse lourd, quoi. Donc il l'a mise dans le cadre pour qu'elle soit plus basse. Et voilà, il a fait une moto très courte avec très peu d'angle de chasse, donc c'est, je dirais pas performant, mais c'est atypique à conduire. Ouais, c'est une expérience qu'on peut avoir avec rien d'autre qu'une XB. Et toi, Pierre, tu roules en quoi, ou qu'est-ce que t'as eu C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça au début. Bah ouais. Des motos qu'on a pu avoir ou qu'on a actuellement. Je vais pas faire le tour de toutes les motos parce que j'en ai quand même beaucoup. On va faire au moins les routières. Sur la routière, j'en ai pas eu énorme. J'ai eu un SV 650 S en A2 ou pendant mes 2 ans de A2. Donc un génération 2 en injection du coup, qui était une moto vraiment formidable. Pour apprendre, c'est génial. C'est quand même un peu joueur. C'est un très bon châssis pour apprendre. Non, franchement, c'était une très bonne moto. Okay. Et là, récemment, du coup, il y a... récemment, maintenant, ça fait quasiment 1 an que je l'ai. J'ai acheté un VTR 1000. Donc en première génération. Pas les SP1 ou SP2, qui étaient plus pour la piste. Enfin, typé piste, en tout cas. En Gen 2, du coup. Première génération... les premières phases en Gen 2. Et j'en suis très content. Le seul, à part la consommation, qui est un point qui fait mal, on est sur du 10 litres au 100 quand même pour une moto. Putain, la vache. Ouais. Alors par contre, c'est une moto qui marche très fort en rapport prix, qualité, puissance, tout. C'est génial parce qu'en fait, personne n'en veut. C'est très peu connu et y en a qui aiment pas trop la face avant aussi. Ouais. Et non, ça coûte pas cher. Le mien a très peu de kilomètres, j'ai 20 000 kilomètres dessus. Donc putain, quasiment neuf, full origine. Et ça coûte combien un machin comme ça je crois que moi à l'époque, je l'avais payé sur une fourchette de 2500 €. Putain, pour quelque chose qui de 20 000 fait bornes 20 000 bornes, première main, j'ai tout l'entretien et tout. Ok. Ça fait à peu près 115 chevaux, je crois. Donc putain. C'est pas non plus énorme, mais c'est un gros bicylindre en V. Et de fait japonais aussi, donc qui prend des tours. Donc ça envoie un petit peu, ça allonge les bras. Maintenant, j'ai ça pour rouler. Et je pense que je vais le vendre d'ici peu pour essayer d'acheter un R6, changer de gamme. J'ai été que dans les bicylindres en V, donc essayer de changer de mode de conduite. Voilà. Ok. Non, c'est cool. Bah écoutez les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc écoutez, si vous voulez nous écouter, on est dispo sur Deezer, Spotify, YouTube, Podcast Addict et Castbox. Oui, on est comme la misère, on est partout. Putain, en plus tu avais déjà sorti celle-là. Je l'aime bien. Et puis sur les réseaux, on est sur Facebook et Instagram. Et si vous voulez interagir avec nous, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou essayer de joindre le podcast sur Insta ou Facebook. Et puis on se revoit pour le prochain épisode et je pense qu'on fera un épisode sur l'ingénierie un peu fofolle qu'on a pu faire. Alors globalement en France, mais on pourra élargir d'autres pays. Je pense à des aéroglisseurs qui traversaient la Manche en 20 minutes dans les années 80 ou au projet d'aérotrain ou ce genre de trucs. Ça pourrait être sympa de parler un peu de trucs d'ingénieurs qui voulaient changer possible, le monde à l'époque. J'en serais. Donc voilà, si ça vous tente, on pourra faire ça. Et puis en attendant, à plus. Ouais.